Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Et en ce dimanche 30 mars, nous vous invitons à suivre On en parle à Taïwan sur les ondes courtes, qui sera suivi du programme musical dominical sur le programme complet sur le site internet, avec Partitions orientales, suivi de Sous des cieux amplifiés d'Aurélien Rossanino. Mais pour l'heure, on en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, c'est François-Xavier Boulet Florian Dai et Meguang pour On en parle à Taïwan. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Alors nous allons parler des choses très diversifiées. En fait, de mon côté, je vais parler des gangsters à Taïwan. Une fois n'est pas coutume, je crois que c'est un sujet qui revient relativement souvent dans l'émission On en parle à Taïwan. Et toi, Florian? Eh bien, moi, je vais parler d'un sujet dont je crois qu'on n'avait pas encore parlé dans cette émission, c'est-à-dire des baleines à bosse. Des baleines à bosse. Est-ce qu'elles se sont cognées ou... Voilà, c'était facile. Mais bon, on en parle à Taïwan, alors on a le droit de le dire. Et je terminerai avec une histoire digne d'un polar où un disparu mort depuis 2008 se fait avaler par une baleine. Refait surface. Voilà. Ah, c'est Pâques. On l'a déterré. Il s'appelle Jonas. Et voilà. C'est un peu ça. Non, on va commencer par nos gangsters, puisque c'est quand même nos invités phares à chaque fois, les mafias, les gangs, dans le fait divers taïwanais. Alors, pour parler de gangsters, je crois qu'à chaque fois, c'est le grand gang taïwanais, le Bamboo Uni, qui est à l'antenne. Alors, cette fois-ci, nous allons parler de ce gang parce que le gang a eu un accouchement difficile. Une naissance difficile d'un nouveau chef. Oui, c'est gang. ça, ils ont perdu leur leader le mois dernier ou... Ils ont perdu leur leader justement au mois de février. Et du coup, ce qui s'est passé récemment, c'est que les grands leaders spirituels, entre guillemets, ont décidé de se réunir pour élire le nouveau chef de gang. Voilà. Et comme c'est un grand gang, on ne sait pas, je ne sais pas comment on dit, c'est qu'il y a des sous-groupes. En fait, il y a des factions. Quoi. Des factions. Ah, comme dans les partis politiques. C'est ça. Bah, c'est un gang, hein, comme un autre. Ah là, je ne l'ai pas dit. Non, en tout cas, le gang de Bamboo Uni compte une trentaine de factions officiellement reconnues. C'est énorme. Officiellement reconnues, ça veut dire qu'il y en a d'autres, une trentaine environ, qui ne sont pas officiellement reconnus, qui se prétendent de faire partie de ce gang, mais qui en ont pas, ou entre guillemets, qui n'ont pas vraiment en fait. Voilà. Donc, pour parler de ce gang, il faut absolument parler du Blue Blanc, qu'on a pas mal parlé, l'un des fondateurs de ce gang. Oui. Et le Blue Blanc a convoqué récemment, cette semaine, un dîner pour élire les nouveaux chefs, avec donc les chefs des factions qui ont le droit d'un vote. Du coup, c'est un vote comme ça, c'est lors une démocratie, d'un repas. C'est la démocratie, bien sûr, comme toute démocratie. Il y a des choses qui se passent derrière. Mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, je ne sais pas si c'est l'arrogance ou non, il a convoqué cette réunion au restaurant, au sein du Parlement. Ah, ça c'est pas mal. Dans l'enceinte du Parlement. Dans l'enceinte du Parlement, il y a un restaurant. Et est-ce que c'est Fukunshi qui lui a ouvert la porte ou... Non, on se demande. Tu veux dire le vice-président du... En tout cas, donc le bruit s'est propagé par la suite. Du coup, ça a choqué les députés du DPP, donc ceux du KMT, au pouvoir, c'est bizarre, qui ont réagi et qui ont demandé au Premier ministre d'agir. C'est un niveau d'ordre national. Oui. Du coup, le Premier ministre a agi. Il a ordonné le ministère de l'Intérieur, à qui appartient la police nationale, d'agir. Parce que comme c'est un gang, une organisation criminelle de Taïwan, en fait, du coup, la police doit agir. Du coup, le ministère de l'Intérieur a invité le Parlement, a invité son restaurant à fermer ses portes. À ne pas accueillir ces gens-là. Voilà. Et du coup, le restaurant a décidé de fermer ses portes ce soir-là. D'accord. Donc, le banquet annulé.
Voilà. Alors, annulé ou déplacé? Déplacé, voilà. Du coup, Ils ont choisi le grand hôtel de Taipei. Non, pas vraiment. Ils ont choisi, pas très loin, aussi au cœur de Taipei, un lieu pour se rencontrer. Et bien sûr, la police était là pour observer, entre guillemets. Et du coup, il y a eu des discussions très chaleureuses, mais il n'y a pas de vote. Il n'y a pas eu de vote parce que le chef de la police a dit que si vous osez en fait élire le chef de gang devant les yeux de la police, on vous arrête, il y aura des enquêtes tout de suite parce que c'est une organisation criminelle en fait, du coup. Ainsi, c'est 2 poids 2 mesures quand même. Les personnes qui étaient là, elles n'étails pas sous mandat d'arrêt. Ils sont tous sortis de prison en tout cas. Pas de casier, ils ont des casiers judiciaires, mais pas poursuivis pour l'instant. Mais c'est quand même à 2 poids 2 mesures, je trouve, l'histoire du ministère de l'Intérieur et de la police, parce que lors de l'enterrement de leur ancien leader, il y avait qui? Il y avait Ke Tianming, donc le chef parlementaire du DPP, qui lui-même ne veut pas voir ces criminels ou ces gangsters dans l'enceinte du Parlement. Il y avait, pareil, des représentants du Kuomintang, il y avait des hommes politiques de tous les partis, il y avait même des ministres. Et donc sur les 1800 invités. Comme quoi, on ne peut pas faire de politique sans ces gangsters d'une certaine manière. En fait, c'est pire à Taïwan, que donc ça, en fait. La police, elle est là pour surveiller, soi-disant, peut-être voir s'il n'y en a pas, en effet, qui sont sous mandat d'arrêt. Mais elle ferme surtout les yeux qu'autre chose, je pense. Je pense que c'est une coexistence parfaite, harmonieuse à Taïwan, pour ne pas le dire. En tout cas, je pense que le fait de citer tous ces hommes politiques de tous les partis politiques, donc Kuomintang, KMT, bleu, le DPP au pouvoir, vert, et aussi les Blancs. Les Blancs, en fait, le parti du peuple taïwanais, en fait. Du coup, lorsqu'il dit qu'ils sont présents, ils ne sont pas seulement ça, en fait. Parce qu'à Taïwan, lorsque tu organises une cérémonie de funérailles, il y a une sorte de comité de deuil. C'est vrai. Tous ces hommes politiques font partie de ce comité et président même le comité, alors qu'aucun membre du gang fait partie de ce comité pour ne pas être... Il faut séparer les pouvoirs au sein du gang. Et l'homme le plus remarqué dans cette histoire, c'est bien sûr le président éternel du Parlement, Wang Jinping, du KMT, qui a présidé le Parlement pendant je ne sais pas combien d'années, en fait. Des décennies. Des décennies. Voilà, c'était une petite parenthèse. En tout cas, d'après les différents médias qui ont rencontré les différents membres de gang par la suite, c'est qu'ils n'ont pas élu le chef donc devant la police, mais par la suite, ils se sont déplacés dans une entreprise pas trop loin pour élire le chef. Alors l'entreprise est un homme célèbre qui lui aussi fait partie des soutiens de ce gang ou quoi? En fait, je pense que l'homme d'affaires le plus... Je ne pense pas que ce soit dans cette entreprise-là, mais... L'homme d'affaires le plus célèbre dans le funérail qu'on a vu, c'est bien sûr Ying Yanliang. Ah oui, Samuel Ying, qui est le fondateur du prix Tang. Voilà. Bon, on n'a rien dit, mais bon, il était là. Il était là, on l'a vu. Et du coup, d'après les différents médias, il y a un chef qui est né, et c'est le chef qui est soutenu par le Leblanc. Et c'est pas celui qui aurait souhaité avoir l'ancien leader décédé. Apparemment, il y a eu 3 candidats, 20 électeurs, entre guillemets, et il y a 17 voix qui ont voté pour un certain Li, qui est soutenu par le Leblanc. D'accord. Et celui qui est souhaité par l'ancien chef de gang, Léo, n'a eu que 3 voix. D'accord. Et le troisième candidat, 0 pointé. Le troisième a eu 0. Et du coup, qui est ce nouveau chef? C'est un monsieur, c'est sûr, Monsieur Li, de 75 ans, qui est né à Banqiao, qui a été dans l'armée en fait. D'accord. Et il a très vite c'est un ami d'enfance du Leblanc. Oui. Et du coup, qui a été dans tous les bagarres célèbres. Et il a rejoint le Bambou Uni, en fait, très jeune. Et il a été, bien sûr, en prison et sorti. Donc, il a l'expérience nécessaire pour être leader
Du bambou uni, quoi. Il a eu l'expérience nécessaire et lors de son mariage, 350 tables et même l'ancien président du Parlement, Wang Jinping, y était présent. Ça veut dire 3500 convives minimum, quoi. Ce qui est énorme. Au moins, voilà. Et celui qui avait été choisi par l'ancien chef, c'est encore plus... Le candidat Liu a un CV encore plus glorieux parce qu'il a été 2 fois emprisonné pour possession d'armes, en fait. Et du coup, il serait impliqué dans différentes affaires commerciales, foncières, ce genre de choses. D'accord. Et il faisait partie de l'un des porteurs de cercueil du fondateur, du grand chef spirituel de Bambou Uni, en fait. D'accord. Donc, ils ont tous un beau palmarès, quoi. Ils ont tous un beau palmarès. Et du coup, maintenant, apparemment, c'est Li, en fait, qui a été élu, qui va prendre la suite. Mais apparemment, selon le plan, pour que le gang n'a plus de division non nécessaire, il s'est arrangé que son candidat gère le gang pendant 2 ans. Et puis, c'est l'autre Léo qui prendrait le relais pendant 2 autres années, en fait. C'est une technique très DPP, ça. C'est une technique très DPP, je sais pas, mais en tout cas, c'est très TPP. Le Parti populaire, le Parti du peuple de Taïwan qui dit qu'il va changer ses députés au bout de 2 ans. En fait, ce qui s'est passé avec le Léo, c'est que dès que l'ancien chef est décédé, tout le monde disait que c'est lui qui va prendre la succession. Du coup, la police a commencé à agir, à fouiller partout, à perquisitionner tous les lieux, ce qui fait qu'apparemment, il est resté en retrait. Il est resté en retrait, on ne l'a plus vu en public. Il n'a pas pu faire sa campagne électorale convenablement. Il n'était pas à table du loup blanc, en tout cas. Mais ce serait intéressant de savoir justement pourquoi le loup blanc soutient un autre candidat que l'ancien leader du Bambou Uni, parce qu'on sait que le loup blanc il est incontournable dans son influence. D'ailleurs, on le voit avec 17 voix. Parce que le loup blanc, comme celui qui l'a succédé, c'est quelqu'un qui sont plus proches du parti politique de l'unification avec la Chine. Alors que l'autre parti, c'est pas le cas, ils sont plus loin de la politique. D'accord. Du coup, c'est ça qui fait la différence, en fait. Voilà. Mais après, c'est l'unité de ces factions qui assure la démocratie au sein de ce grand gang. Personnellement, je pense que c'est très démocratique. Comme l'élection des députés, en fait. Voilà. Après, on verra comment ils continuent d'agir, bon gré, mal gré, visiblement ou invisiblement, à Taïwan. Ça, bien sûr. Voilà, c'était donc le sujet de naissance difficile du chef de gang. Oui. Très surveillé. Alors, on continue avec un autre sujet, toujours fait divers à Taïwan, à savoir l'histoire... Moi, c'est pas de fait divers, là, c'est très sérieux. Oui, c'est le parti politique pour l'unification. Moi, c'est l'histoire digne d'un polar, comme je disais dans l'introduction, avec celui qu'on appelle le disparu, c'est son surnom. Voilà pourquoi j'ai titré ça le disparu. Bon, j'ai donné un peu il n'y a plus de suspense, quoi. J'ai donné la réponse dans le titre. Voilà, c'est un disparu soi-disant mort qui refait surface, mais il faut imaginer, il y a plus de 20 ans, quelqu'un qui disparaît totalement de la circulation, quoi. Sa famille n'a plus de nouvelles, plus personne, au point que au bout de 7 ans, sans avoir de nouvelles de quelqu'un disparu, on peut déclarer la personne décédée, selon les termes de la loi. Et il faut que les proches de la personne disparue en fassent la demande et le tribunal, qui mène une petite enquête, vérifie en effet que totalement disparu de tout, de la sécu sociale, des banques, des institutions, pour le déclarer, délivrer un certificat de décès de la part du tribunal local. Et c'est ce qui s'est passé avec un homme qui habitait à Chiayi. Il y a souvent des histoires comme ça liées dans cette région, je trouve, d'ailleurs, de Taïwan. Est-ce qu'elle était liée à la mafia, juste comme ça? Eh bien, non. Mais est déclaré mort, du coup, après 7 ans. Et pourtant, on l'a dit, pourtant, il est bel et bien vivant. Ce n'est pas un mort vivant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à notre protagoniste? Je ne sais pas s'il s'appelle Liu ou Li. Mais l'histoire ne le dit pas. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, en fait, il y a 23 ans de cela, cet homme, un soir, a quitté son foyer, son domicile, sans donner de nouvelles à personne. Et il a décidé de partir comme ça. Il a décidé de partir comme ça. Il a fait une fugue comme un adolescent qui... C'est exactement ça. Aucune trace, aucune explication.
pendant des années, sa femme, sa fille, personne ne sait ce qui lui est arrivé. Donc, il a une fille en fait. Oui, l'inquiétude a grandi et puis après, ils se sont fait à la raison que il s'était barré, point barre quoi. Et au bout de 7 ans, sa fille, qui voulait quand même faire le deuil de cette histoire difficile, a fait la démarche de demander un certificat de décès pour tourner la page et puis refaire leur vie sans ce papa disparu. Et elle était aussi convaincue qu'il lui était arrivé quelque chose, quoi. Disparu, oui. Fui, pourquoi, on ne sait pas. Mais elle était convaincue qu'il lui était arrivé quelque chose parce qu'au moins, il aurait donné des nouvelles. Mais il ne donnait pas de nouvelles, même pas « Coucou, vous inquiétez pas pour moi, je fuis la police » ou quelque chose de genre là, quoi. Aucune nouvelle, aucun signe de vie, donc elle estime qu'il lui est arrivé malheur. Alors, au bout des 7 années légales de disparition, elle fait la demande et on remet un certificat de décès à la famille. Sachant que s'il y a ce certificat de décès suite à une disparition, on ne peut pas hériter, entre guillemets, si la personne a un pactole au niveau de... C'est beaucoup plus compliqué, notamment s'il a une assurance vie, on ne peut pas toucher l'assurance vie parce qu'il est déclaré mort, oui, mais on n'en a pas la preuve certaine. Donc tout est gelé, en fait, à ce niveau-là. Et puis, en 2008, le tribunal de Chiayi donc remet ce certificat de l'homme décédé, un certain 15 janvier, et mort pendant toutes ces années, la famille a refait sa vie, aucune nouvelle, même pas de manière cachée, et jusqu'à un certain jour de l'année dernière, un policier frappe à leur porte en disant « Vous êtes sûr que vous n'avez jamais eu de nouvelles quand même de ce monsieur mort, déclaré mort mais disparu parce que on a retrouvé la trace de quelqu'un qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau et dont notre enquête nous fait soupçonner que ce serait bien lui. » Et la famille tombe des nues, quoi. C'est le deuxième choc. Ils n'avaient aucune nouvelle de lui, qu'il imaginait soit très loin, soit mort. Mais en fait, il était parti un peu partout à Taïwan. Et il a été retrouvé comment ? Il a eu un pépin de santé. Donc, le SAMU a été appelé pour venir sauver la vie de quelqu'un qui était mal en point. Et il a été conduit comme ça aux urgences d'un hôpital à Tam Sui, dans le nord de Taipei, pour quelqu'un qui est à l'origine de Chiayi, qui est plus dans le sud en fait. Et puis, quand on appelle le SAMU, la police se déplace aussi sur place. C'est comme ça qu'en cherchant un peu une petite enquête... Comment est-ce qu'ils ont compris que c'était lui ? Parce qu'il faut faire une petite enquête de proximité, donc il faut avoir la carte d'identité, et ils n'arrivaient pas à trouver. Et du coup, en faisant une petite enquête de proximité, ils se sont rendus compte que la personne errait de temple en temple. Donc ils ont cherché dans les fichiers. Et le policier a cherché dans un fichier, et il a fait la comparaison, en effet, et le parallèle avec cette personne disparue 2 décennies plus tôt. Et du coup, c'est comme ça qu'ils ont poursuivi leurs investigations, en fait, leurs recherches, pour s'assurer que c'était déjà bien cette personne, mais on n'arrivait toujours pas à trouver une identité de cette personne. Donc, quand le policier a frappé à la porte de cette famille qui était restée à Chiayi, et par recoupement d'informations, par photo prise de la personne en soins de santé, qui en plus, entre-temps, a demandé à être transféré dans un centre de soins de Chiayi. Donc depuis Tanshui, il a quand même été ramené à Chiayi une fois qu'il était sorti des urgences. Il a demandé d'être transféré à Chiayi. Oui. Et du coup, soit il voulait se rapprocher de sa famille de manière discrète, mais il a été devancé par la police. Ça, l'histoire ne le dit pas. Soit il avait d'autres contacts du côté de Chiayi en dehors de sa femme, sa fille. En tout cas, par recoupement, la police a réussi et avec confirmation du coup de sa famille, que c'était bel et bien lui. Et après, il a avoué à la police que c'était lui qui est disparu de la circulation parce qu'il était endetté et il savait que s'il fuyait, ça ne retomberait pas sur sa fille. Donc pour protéger les siens et pour ne pas se surendetter parce qu'il était déjà endetté par le jeu et par des emprunts qu'il n'arrivait pas à rembourser. Pris dans cet engrenage, il a préféré tout simplement disparaître pensant que ça allait être bien. Alors, pendant tout ce temps-là, comment il a fait ? Il allait de temple en temple, je disais. C'est pas un choix anodin, c'est un double choix. Déjà, la police va rarement enquêter sur les personnes qui sont dans les temples, qu'on soit bénévole, qu'on soit engagé moine ou monial dans les temples. Et lui, il faisait des petits bricolages à droite à gauche. Il réparait ce qui avait besoin d'être réparé. Et en plus, tu peux aller d'un temple à un autre très facilement à Taïwan parce que ça pousse comme des petits pains, il y en a partout, quoi. Et du coup, il allait passer en échange de l'hébergement, de quelques nuits, il rendait service comme cela dans plusieurs temples, mais ça durait quand même 20 ans de cavale auprès des temples.
Et de lui-même, il aimait s'appeler lui-même le disparu, parce qu'il ne voulait pas dire son nom, où il allait, quoi. À chaque fois, il était évasif sur son vécu, son passé. Et après, il a dit à la police, il a aussi choisi les temples en pensant que par remords et c'était une manière de se repentir de sa dette et d'éponger sa dette, vu qu'il ne pouvait pas le faire en remboursant les banques. Il s'est dit, je vais le faire pour nettoyer mon âme et être clean vis-à-vis des divinités, quoi. Du coup, maintenant, il est de retour. Alors, il revit, mais il est toujours en centre de soins, donc il est mal en point au niveau de la santé. Mais du coup, les dettes sont revenues. Alors, les dettes, elles ne sont pas revenues. Elles n'ont jamais disparu. Elles étaient toujours là. Ouais, oui, mais ça a dû alourdir. Normalement, il y a prescription, parce qu'il y a 20 ans. Mais vu qu'il a disparu, qu'il était mort, les banques n'ont pas pu poursuivre auprès de la famille, donc c'était dossier bloqué. Sauf que, vu que c'était un faux décès, c'est considéré comme un faux, en fait. L'acte de décès fait par le tribunal a d'ailleurs été annulé par le tribunal de Thiaï, qui a porté plainte, enfin qui s'est constitué partie civile. Les procureurs, se sont constitués partie civile pour demander d'annuler cet acte de décès puisque l'homme n'est pas mort. Et les banques derrière, elles arrivent en disant du coup, nous, on veut récupérer. Bah oui, j'imagine. Donc, il est mal en point, là. Il y a un nouveau procès, une nouvelle enquête qui est en cours pour voir comment gérer la chose. L'histoire ne le dit pas, mais le tribunal a déjà dit qu'il n'y a pas... Tout ce qui était gelé pour lui, y compris les dettes, sont dégelés du fait qu'il est reconnu vivant 20 ans après. Voilà, donc il va devoir en effet... L'histoire ne dit pas si les intérêts se rajoutent. L'histoire ne dit pas si les intérêts se rajoutent, mais il est mal en point. Il va épargner sa fille, du coup... Du coup, là. Mais lui, il est mal en point. Sa fille, elle peut refuser d'hériter et ne pas reconnaître, en plus, après l'histoire du coup de 20 ans d'absence. Donc, elle est clean à ce niveau-là. Mais lui... il encourt bien plus que le simple remboursement des dettes d'il y a 20 ans, parce que derrière, il a triché, menti, et voilà. Donc, il a servi les dieux, mais les humains... Voilà. Donc, le disparu refait surface, malgré lui, et il sait qu'il ne va pas s'en sortir à si bon compte, finalement. Voilà. Pour l'histoire qui défraie la chronique en ce moment. Eh bien, il y a quelqu'un d'autre, ou plutôt, pas exactement quelqu'un, mais autre chose qui a refait surface récemment, qui sont des baleines à bosse. Alors, on ne parle pas de la même disparition, mais c'est vrai qu'il y en a assez rarement autour de Taïwan. Et en fait, cette semaine, 4 différentes baleines à bosse ont été observées mardi au large de la côte est de Taïwan, donc au niveau du canton de Changbin, dans le comté de Taidong. Dans le sud-est. Ouais. C'est ça, ouais. Et il s'agit du nombre le plus élevé de baleines à bosse observé en une journée de ces dernières années. C'est bien ça. C'est pas une baleine qui passe régulièrement proche de Taïwan, en fait. Ouais, c'est effectivement. Ça. Alors, quand on dit proche de Taïwan, c'est quand même à bonne distance. Alors, c'était visible depuis la côte. Elles ont été observées depuis la côte. Ouais, et depuis les bateaux aussi. Et depuis les bateaux après ça, aussi. Oui. Parce qu'il y en a qui sont sortis pour... C'est pour ça que je demandais. Les baleines. Ouais. Des fois, si tu la vois de la côte, là, tu sors en bateau, tu es sûr de la voir, quoi. Ouais. Alors, en mandarin, comment est-ce qu'elle est appelée ? Tachejing. Tachejing, qui veut dire la baleine à grande nageoire. Oui. Parce qu'elle possède effectivement des nageoires pectorales qui sont beaucoup plus grandes que les autres cétacés, qui peuvent faire presque un tiers de la longueur totale de la baleine. C'est vrai qu'avec une grande nageoire comme ça, c'est assez. C'est assez, dit la baleine, et elle se cache à l'eau. Ok. Il fallait la sortir. D'accord. Voilà. Bref, on referme la parenthèse. Je suis désolée. Il faut pas, je suis sûr que nos auditeurs attendaient qu'on leur dise. C'est universel. Et donc, la baleine à bosse mesure habituellement environ 14 mètres de long et pèse en moyenne 30 tonnes. Donc, c'est quand même une belle bête. Et donc, un communiqué de presse a été publié par le comté de Taidong, qui a déclaré qu'en fait, une personne qui était sortie pêcher lundi avait filmé une vidéo de baleine à bosse en train de sauter. Et puis donc, des chercheurs ont été mandatés par le département de l'agriculture le lendemain et ont observé un total de 4 baleines à bosse. D'accord. Donc d'abord 2 baleines à bosse adultes ou peut-être jeunes, mais voilà, 2 baleines à bosse qui sautaient à plusieurs reprises, observées depuis la plage sud de la grotte Bashendong vers 10h du matin. Alors, est-ce que vous avez déjà vu des baleines à bosse sauter ou des vidéos de baleines à bosse sauter ?
J'ai vu photo, mais pas... Ça saute très très haut, parfois presque tout le corps sort et puis elle retombe. Ça doit être impressionnant. C'est ça. Et est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'elle saute ? C'est pas que pour reprendre leur respiration et s'oxygéner. Non, effectivement. Probablement un peu plus. Ah, c'est pour se débarrasser des choses qui sont attachées à leur corps ? C'est une des théories. En fait, les chercheurs ne sont pas sûrs à 100% non plus, mais il y a plusieurs explications qui ont été avancées. Ça peut être une parade nuptiale. Ça peut être effectivement pour éliminer les parasites de leur peau. Ça peut être une tentative d'intimidation aussi, ou un signal d'alerte, puisque le son se transmet aussi très rapidement dans l'eau, plus que dans l'air. Ça peut aussi être un jeu, surtout quand il s'agit de baleineaux, ou bien une technique de pêche qui servirait à étourdir les proies qui sont dans l'eau et qui se prennent une onde de choc, disons, après que la baleine retombe. En fait, il y a autant de théories des chercheurs que notre imaginaire, presque. C'est ça. Pour chercher à vraiment comprendre, quoi. Ouais. Et c'est possible que plusieurs théories soient correctes aussi en même temps. Elles ne sont pas exclusives les unes des autres. C'est sûr qu'ils ne sont pas en train de faire la course, comme les humains qui peuvent courir pour courser, en fait. On ne sait jamais. On arrive à la période des jeux des maîtres. Peut-être qu'elles s'entraînent pour faire le marathon des maîtres. Pi Interdit. Donc les chercheurs n'ont pas réussi à deviner si c'était pour s'entraîner pour une course ou pour une autre raison que les baleines sautaient, mais ils ont réussi à photographier les queues des baleines pour les inclure dans une banque de données internationale et essayer de déterminer les trajectoires des baleines, parce qu'en fait les motifs qu'il y a sur leur nageoire caudale sont uniques, et donc ça pourrait permettre de les identifier et de voir si elles ont déjà été observées ailleurs, ou bien si plus tard elles sont de nouveau observées. Voilà. Et puis après, d'autres personnes ont signalé avoir repéré des baleines à bosse en mer aussi. Et donc ils ont déterminé comme ça qu'il y avait 2 groupes de baleines, donc 2 fois 2 baleines. 2 groupes différents, ok. Les 2 adultes et puis une mère et son baleineau. Donc ils ont expliqué en conférence de presse que les baleines migrent chaque année vers le sud entre février et mai pour s'accoupler et pour allaiter leurs petits. Et donc elles suivent ce courant marin qui longe les îles d'Okinawa et qui descend donc depuis le sud du Japon, au large de Taïwan et puis ensuite vers les Philippines. C'est ça. Ça me rappelle une émission de Retour à la source. Je parle souvent de cette fondation qui est assez déterminée à observer, à étudier les cétacés en fait. Ouais. Voilà, et donc, il y a assez peu d'observations de baleines à bosse à Taïwan quand même, moins de 10 par an, et on n'est pas encore sûr si c'est une indication d'une augmentation du nombre de baleines dans la région ou pas. Voilà, pour l'instant, c'est juste, il y a quelques observations. Donc, ils ont demandé au public de signaler des observations de baleines à bosse s'il y en a encore dans les jours ou mois à venir, avec en remerciement des petites cartes cadeaux et puis des guides visuels. Voilà. Et puis, le département de l'agriculture a aussi rappelé aux navires de réduire leur vitesse à moins de 10 000 nautiques par heure en s'approchant des baleines et d'éviter de se diriger vers elles lorsqu'ils en voient devant eux. Oui. Elles n'ont pas forcément peur, mais elles peuvent être dérangées si les bateaux s'approchent trop près ou trop vite. Et les bateaux d'observation des baleines doivent se tenir à distance quand même. Et s'il s'agit d'une mère avec son petit, la distance de sécurité doit être de plus de 100 mètres. Pour laisser les baleines en paix. Le petit. Voilà, ouais. Voilà. Donc les informations autour des baleines à bosse qui ont visité Taïwan. Eh bien, c'était 3 sujets bien complets pour l'émission On en parle à Taïwan de ce dimanche. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était Meguang, Florian Dae et François-Xavier Boulet pour RTI. Bye bye. Bye.